Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 28 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre. Vous trouverez dans la description tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Aujourd'hui, nous aborderons qu'une filiale de la Poste italienne a été sanctionnée à hauteur de 900 000 € pour non-conformité avec les obligations de cybersécurité. Le sens, avec l'Internet Storm Center, met en lumière une nouvelle méthode de phishing utilisant des pièces jointes HTML autonomes pour exfiltrer des identifiants volés via Telegram. Le CERT-FR nous informe qu'une vulnérabilité affectant les équipements Synology ainsi qu'une vulnérabilité critique dans le proxy Squid. Et nous reviendrons enfin sur la fuite de données de Free qui n'arrête pas de s'étendre. ZDNet remonte une information du régulateur italien qui a condamné la Poste italienne suite à une fuite de données. En octobre 2024, l'autorité italienne de protection des données, le GPDP, a infligé une amende de 900 000 € à Postel, une filiale de la Poste italienne. Cette sanction découle de failles de sécurité critiques dans les systèmes de l'entreprise, exploitées par le groupe Medusa, aboutissant au vol et à la diffusion de données personnelles de 25 000 personnes, incluant employés et partenaires. L'incident a mis en lumière des vulnérabilités Microsoft Exchange, Proxy Notch-L, la CVE 2022 41 040 et la CVE 2022 41 082. Déjà documenté par Microsoft en 2022, on est quand même en 2024, soit 2 ans plus tard, et identifié par l'Agence nationale de cybersécurité italienne comme présentant un risque élevé. Postel, invoquant une erreur humaine dans le processus d'analyse de sécurité, a admis que le serveur ciblé n'avait pas été inclus dans le périmètre de détection et de correction, malgré un dispositif d'alerte en place. Or, pour le régulateur italien, l'absence d'un processus robuste de suivi et de contrôle des mises à jour de sécurité est au cœur du problème. Cet incident rappelle aux professionnels que les mises à jour de sécurité, bien que disponibles, nécessitent un suivi strict et méthodique. Alors quand on parle d'un suivi strict et méthodique, c'est pas que l'application. Si on n'applique pas un correctif, il faut avoir ce qu'on appelle, dans une analyse de risque, dire je l'applique pas parce que telle chose ne me semble pas exposée. Alors ce manquement va au-delà de l'erreur humaine. C'est toujours facile d'accuser. C'est l'équipe du patch management, c'est le CISO, etc. Ça pose un vrai enjeu stratégique. Renforcer les processus de gestion des vulnérabilités pour éviter des sanctions de plus en plus fréquentes dans le domaine de la cybersécurité. L'Internet Storm Center du sens remonte via l'analyse de Jan Kopriva, une technique de phishing particulièrement sophistiquée où une pièce jointe HTML envoie discrètement des identifiants dérobés vers un canal Telegram. Ce fichier, avec une extension modifiée en .s/html, pour tromper les filtres, renferme 3 scripts distincts. Le premier va insérer dynamiquement l'adresse email de la victime dans le contenu. Le deuxième affiche un formulaire minimaliste de connexion, tandis que le troisième script exfiltre les identifiants par une requête HTTP GET vers l'API de Telegram. Ce qui distingue cette campagne, c'est l'absence d'offuscation des scripts et le choix d'un canal Telegram pour le transfert des données. En utilisant Telegram, les attaquants s'appuient sur une infrastructure légitime et répandue, difficile à bloquer sans mesure de filtrage avancé. La demande d'API envoie directement le message contenant les informations d'identification exploitées via des tokens bots et identifiants de canal. C'est une approche qui permet d'éviter des points de détection traditionnels, tels que des serveurs d'attaque ou des domaines malveillants, réduisant ainsi les risques de détection et de blocage dans les systèmes de sécurité classiques, ce qu'on appelle les sécurités à la papa. Je vous recommande très fortement la lecture de l'article du Sens, il est court. De plus, ce qu'on retient vraiment sur cet article, c'est cette technique de l'importance de l'analyse comportementale dans les flux DNS ou URL, particulièrement vis-à-vis de plateformes de messagerie utilisées en entreprise. Là, on parle de Telegram, mais vous pourrez faire la même chose exactement sur du WhatsApp, du Slack, etc. Le CERT-FR signale plusieurs vulnérabilités critiques dans les produits Synology, susceptibles de permettre une exécution de code arbitraire à distance. Ces failles touchent les applications Biphoto et Photo sous des versions antérieures spécifiques. Synology a publié des correctifs dans ses bulletins de sécurité. Il est vivement recommandé aux administrateurs de mettre à jour les versions concernées dès que possible pour sécuriser ces environnements. La mise en œuvre elle est rapide des correctifs. Si vous avez correctement configuré votre Synology, ça devrait être fait, mais vérifiez si vous utilisez surtout les applications de partage de photos via un NAS entre guillemets personnel. C'est beaucoup plus rare en entreprise, mais ça peut arriver. De plus, le CERT-FR a publié une seconde alerte concernant une vulnérabilité critique dans les proxys Squid, permettant un déni de service à distance, rendant le service indisponible pour les utilisateurs légitimes. Cette vulnérabilité touche toutes les versions de Squid après la version 3.0 et jusqu'à la version 6.10, pour lequel l'option de compilation Disable-ESI n'a pas été activée.
Donc il est recommandé de mettre à jour Squid ou de recompiler les versions vulnérables avec l'option -disable-ESI pour éviter cette exposition au risque de déni de service. Alors ça peut sembler surprenant, mais un bon admin Linux, quand il installe un Squid, il compile ça me semble presque normal, quoi. Donc à lire si vous utilisez Squid, à appliquer, assez facile. Free a récemment communiqué sur une fuite de données, mais cette communication reste très surprenante par rapport aux informations qui circulent déjà publiquement. Hier encore, selon Free, aucun IBAN n'était concerné. Pourtant, le dimanche 27 octobre, ce sont 100 000 IBAN qui auraient été exposés sur un forum. C'est Hacker Ethic qui avait déjà signalé l'incident dès le 17 octobre, mais sans apporter les preuves, et même en accordant le bénéfice du doute, la fuite semblait bien plus importante que ce qui a été initialement reporté. J'ai moi-même reçu, chère auditrice, cher auditeur, des notifications contradictoires de la part de Free. Dans un premier courrier, Free Mobile m'assure que mes coordonnées bancaires n'étaient pas concernées. Information confirmée par le service client au téléphone hier matin, donc dimanche 27. Face à cette situation, ça m'a un peu surpris. Et puis dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai reçu un second message de Free, mais cette fois-ci en tant que fournisseur d'accès Internet et pas plus Free Mobile, indiquant que mes coordonnées bancaires avaient bel et bien été compromises. Face à cette situation, deux hypothèses se dessinent. Une demande des autorités judiciaires pour permettre le bon déroulement de l'enquête en cours. Ça c'est le premier point. On peut demander de donner que partiellement les informations sur la fuite parce qu'il y a une enquête judiciaire, il y aura peut-être une arrestation, etc. On ne le sait pas. Donc ça, il faut pas extrapoler. La deuxième partie, c'est une investigation toujours en cours avec un périmètre qui ne cesse de s'élargir au fur et à mesure que des nouveaux éléments sont découverts. Au début, on pense que ça touche qu'une partie de l'entreprise, mais ça continue, etc., etc. Et puis la troisième, c'est une erreur de communication purement et simplement de la part du service de communication. Ce que je voudrais ajouter, c'est que vraiment je souhaite beaucoup de courage et de résilience aux équipes mobilisées sur cet incident. C'est pas évident, il va falloir le gérer. On aura sans doute des informations supplémentaires dans les prochains jours. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'avant la publication des IBAN, donc dans la journée d'hier, certaines personnes avaient accès à ces infos. Donc j'aimerais bien savoir comment ils ont fait. Parce que soit ils se connectaient sur les systèmes de Free qui étaient soi-disant encore ouverts. Donc là, on est dans du pur piratage, c'est pas du hacking éthique ou ce que vous voulez, ça s'appelle du piratage. Se connecter sur un stade qui vous appartient pas, vous êtes poursuivi pénalement, quoi. Je suis encore un peu surpris, je laisse le bénéfice du doute de part et d'autre. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la position sur le fait d'être lanceur d'alerte, ce qui est quelque chose de très noble, et puis de voir comment l'entreprise va communiquer. C'est vraiment un exercice compliqué, et c'est là que, quand on est professionnel d'une équipe de réponse à incident, qu'on gère de la gestion de crise de façon régulière, c'est comment on va mixer tout ça. Le rétexte sera hyper intéressant. Il y aura je pense que de part et d'autre, il y aura des choses à dire, il y aura un certain nombre, on pourra toujours dire ça c'est pas bien, etc. Mais c'est tout sauf évident, puis on est sur des volumétries qui sont complètement dingues. On arrive sur 20 millions de clients, pratiquement 19 et quelques millions de clients. On est sur plus de 5 millions de données financières potentielles. Aujourd'hui, on parle des IBAN. Est-ce que demain, on nous parlera des cartes bancaires? On ne le sait pas. Tout ça, ça va venir petit à petit. Certains auditeurs et certaines auditrices m'ont également posé une question suivante. Est-ce que quand on a un IBAN qui fuite ou qui est en circulation, ça peut conduire à une fraude? Alors, la réponse, elle va être extrêmement simple et claire. Avec juste un IBAN, vous ne faites rien. Juste l'IBAN, vous ne faites rien. Pour monter une fraude avec un IBAN, il faut d'autres éléments qui vont être nécessaires. Je ne vais pas les traiter dans cet aspect du podcast, mais par contre, je vais vous donner une vraie recommandation. C'est quelque chose que moi j'applique à titre personnel. C'est si vous êtes impacté par cette fuite de données ou si vous avez un IBAN qui a fuité, c'est très simple, vous contactez votre conseiller bancaire pour obtenir tous les conseils sur les meilleures actions à entreprendre. Gardez une trace écrite avec lui en disant « Voilà, j'ai eu une fuite, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je dois changer mon mot de passe? Est-ce que je dois mettre d'autres systèmes de protection par rapport à mes données financières ?» C'est simple, c'est efficace, c'est actionnable, c'est pragmatique. Les consultants qui vont vous expliquer ce que vous devez faire, ceux-là, faut les piquer, quoi. Vous les mettez au pilori, ça sert strictement à rien. Allez voir votre conseiller financier, parlez-lui-en. Peut-être qu'il n'aura pas la réponse, mais il va se renseigner en interne. Et puis vous aurez un avantage. Vous aurez une trace écrite que vous avez été en tant que bon père de famille ou en tant que mère de famille, on va dire ça comme ça, mais que vous avez été un bon gestionnaire. J'ai eu un risque, je l'ai identifié. Vous avez posé les bonnes questions. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du lundi 28 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. J'ai pas pu le sortir plus tôt, j'ai été un peu charrette aujourd'hui. On avait pas mal de petits sujets à traiter, mais c'était sympa.
Je suis en train de jouer avec de l'intelligence artificielle, de l'automatisation. C'est le kiff. Alors, pas pour générer du LLM, pour faire de l'analyse de log par rapport à des patterns. Ouais, je vais faire un épisode dédié rien que pour ça. C'est trop, vous avez un gain de temps, c'est extraordinaire. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans prochaines émissions, laissez-moi un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous, je vous répondrai. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.